Allez, on va commencer. Ça n'a pas été changé. Ça, c'est le même que Alors, tout d'abord, on vous remercie à toutes et à tous d'être là. C'est important pour nous d'être nombreux. Et j'aimerais aussi, bien sûr, remercier Sylvain Sipel, qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour une rencontre qui, en lui, va être riche aussi en discussion, en réflexion. Si je continue les remerciements aussi, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement la Maison d'entraide et de ressources, et notamment Juliette, qui, avec toutes ces personnes qui font vivre ce lieu, où vraiment la solidarité est vraiment au cœur de ce projet. J'aimerais remercier aussi la librairie de Channel, et notamment Clara, qui nous fait le plaisir d'être là, qui fait un grand travail aussi pour mettre en avant des livres en ce moment pour permettre de réfléchir à l'actualité. Et justement, M. Sipel pourra faire aussi un des dédicaces de son livre à la fin de la rencontre. J'aimerais aussi remercier La Sociale, ce média qui est devenu incontournable à Calais, et notamment Jade d'être présente et de permettre aussi à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui de pouvoir profiter de cette rencontre. Très rapidement, pour nous c'est important justement cette idée de rencontre, parce que face aujourd'hui à la logique de la violence, au vocabulaire de la force, à cette fascination de la force, il est important finalement de créer des solidarités, d'être ensemble et de penser ensemble. Et c'est important, cette idée elle est au cœur finalement de notre projet avec la FPS et le collectif en Palestine. Et justement, on espère vous proposer aussi à l'avenir d'autres rencontres pour continuer à faire ces moments d'échange. Bon, comme j'ai dit, je ne vais pas être très long et je passe tout de suite la parole à Jean-Jacques pour présenter un petit peu la FPS. Merci. Alors cette soirée au cours de laquelle nous aurons l'occasion de débattre avec notre invité, Sylvain Sipel, cette soirée vous est proposée par le collectif, comme l'a dit ce collectif Free Palestine de Calais et aussi le comité AFPS de Calais. C'est un comité qui se réunit tous les samedis après-midi. Certains d'entre vous nous rejoignent le samedi après-midi Place d'Armes, afin de rencontrer la population calaisienne pour l'informer de la réalité de la situation dans la bande de Gaza, et aussi pour l'inviter à nous rejoindre. Nous rejoindre pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et définitif. Nous rejoindre pour réclamer une paix juste et durable en Palestine. Nous rejoindre pour réclamer la reconnaissance par la France de la Palestine comme un État souverain. Nous rejoindre pour réclamer l'arrêt de toute relation avec Israël, qu'elle soit diplomatique, culturelle, économique et militaire, bien évidemment. Outre ces rassemblements du samedi, nous organisons des marches pour la paix, comme celle du 20 avril à Calais ou celle du 12 mai à Dunkerque, où plus de 350 personnes se sont retrouvées pour une petite marche de 17 km, il me semble. La prochaine marche à Calais aura lieu le 8 juin. Nous organisons des projections de films et documentaires, tels que À la Gaza, que nous avons projeté le 21 février, ou Derrière les fronts le 17 avril, au cinéma Lanangran. Et pour terminer cette présentation de nos actions, je vous dirais que nous prenons du plaisir à nous retrouver tous les mardis au Mirador, c'est un bistrot qui est boulevard Jacquard, afin d'élaborer nos futures actions. On se réunit aussi à la Loco, c'est l'ancienne gare des Fontinettes, pour passer une soirée fraternelle avec dégustation de produits tunisiens, chanter et danser sur des musiques palestiniennes. Comme vous le voyez, on milite, mais on milite aussi avec beaucoup de solidarité entre nous. Donc, la question qui se pose à vous, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Merci de votre attention. Oui, on va c'est bon là? Oui. Ça marche? Très bien. On va attendre que les retardataires s'assiedent. Ça commence bien. Bien, écoutez, bien sûr, merci, Monsieur Sipel, de vous être déplacé jusque Calais. Vous disiez tout à l'heure dans la voiture que vous êtes peu d'intervenants à pouvoir satisfaire les grandes demandes qu'il y a pour être mieux informés, pour mieux comprendre la situation, pour mieux se positionner.
Et du coup, Calais a de la chance, du coup, parce que vous avez bien voulu venir jusqu'à nous. Bon, je ne vais pas paraphraser la fiche Wikipédia sur votre biographie. Je pense que d'ailleurs elle est très correcte. Sauf si vous avez un commentaire à faire. Je ne la connais pas en plus. D'accord, c'est bien. Mais bon, elle semble bien correcte et relater à la fois votre expérience professionnelle et puis aussi le fait que vous connaissez, de par votre parcours personnel et professionnel, à la fois très bien la société française, la société israélienne, et puis aussi les États-Unis, pour y avoir travaillé plusieurs années en tant que correspondant. Donc vous avez participé, vous avez même dirigé des organes de presse qui sont quand même très connus, hein, à commencer par Le Monde, le Courrier International, le journal Le 1, l'hebdomadaire, et vos ouvrages aussi qui sont là-bas au fond parlent pour vous, d'autant plus que vous nous avez gratifié d'une actualisation sur le dernier de votre ouvrage qui est absolument fondamental pour mieux remettre en perspective l'histoire et la question qui va nous préoccuper ce soir. On a préféré, et vous étiez d'accord, et je pense que c'est même sur votre demande, on va procéder par question-réponse. On va pas, à moins que vous nous fassiez peut-être une courte introduction. Vous voulez d'entrée de jeu Oui, je vais vous dire pourquoi, mais allez-y. D'accord. Donc voilà, donc on va procéder essentiellement par question-réponse. Les amis du comité et Free Palestine, on en a préparé un certain nombre, mais c'est pas un certain. Et pour essayer justement d'avoir le plus de fluidité dans nos échanges. Voilà. Je vous passe la parole. Merci. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est la première fois que je fais ça. C'est-à-dire qu'en général, on parle avec... j'ai fait beaucoup de réunions à la FPS, mais j'en ai fait aussi d'autres, j'ai d'autres sollicitations. Et donc, en général, on cale une thématique, un sujet, etc. Et puis là, je ne sais pas comment c'est venu, je ne pense pas l'avoir proposé, mais en tout cas, la personne avec qui je parlais, qui est là, m'a dit, mais si vous voulez, on peut faire un question-réponse. Et j'ai tout de suite dit oui. J'ai dit oui parce que je me suis dit, pour une fois, ce n'est pas des gens qui vont m'écouter, mais c'est moi, je vais prendre un peu mieux connaissance, mais de qu'est-ce qui intéresse les gens en réalité. Et donc, tout ce que je veux vous dire, c'est toutes les questions sont bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions naïves, il n'y a pas de questions informées. Non. C'est quand on ne sait pas, on demande, quand on veut savoir, quand on veut une précision. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas omniscient, donc peut-être que je ne saurais pas répondre. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Toutes les questions sont bienvenues, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, alors, comme c'est un principe de questions-réponses, on vous demande vraiment de poser des questions. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas une tribune politique, donc du coup, on sait que tout le monde en a beaucoup, il faut que la parole elle puisse circuler. Donc, voilà, la première personne qui doit se lancer, c'est plus difficile, mais voilà. N'hésitez pas à poser votre question. Comme M. Sipel l'a rappelé, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes. On est là pour s'informer collectivement et comprendre une situation qui est extrêmement complexe. Donc il faut se lancer. Soit vous avez la voix qui porte et vous pouvez crier votre question depuis le fond. Sinon, ce que je peux proposer, c'est qu'on se rencontre à mi-chemin. J'avance un peu avec le micro, puis vous avancez vers le micro. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un devenir commun entre les Israéliens et les Palestiniens? Est-ce qu'il y a un devenir commun entre les Palestiniens et les Israéliens, et surtout un avenir commun? Oui, en commun. Possible. Un devenir et un avenir, je ne suis pas sûr de comprendre la différence. Un devenir, c'est dans la mesure où chacun, avec ses différences, peuvent coexister, et puis un avenir, faire ensemble quelque chose. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas prévoir les choses. Non, mais il faut être sérieux. Si vous voulez, on est dans une situation qui est à la fois tellement tragique, dont on sait qu'elle ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation actuelle, si je fais un très rapide résumé, après l'attaque de Hamas, qui a été une attaque qui a totalement surpris les Israéliens, totalement, mais qui aussi a été une attaque
qui a modifié le rapport politique. C'est-à-dire que 15 jours avant cette attaque, Netanyahou rentre de New York et dit à son peuple: la question palestinienne, c'est terminé. Il n'y en a plus. On va faire une grande alliance avec l'Arabie Saoudite sous le chapeau américain et c'est fini. On n'entendra plus parler de la question palestinienne. On s'en fiche. Et tout le monde arabe s'en fiche. Alors, ce qui s'est passé avec ce qu'a fait le Hamas, quoi qu'on pense de la méthode utilisée, mais la conséquence de ce qu'a fait le Hamas, c'est de faire comprendre au monde entier que la question palestinienne, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avancer dans la région, quoi qu'il arrive, sans règlement de la question palestinienne. Même MBS, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, le prince héritier, mais qui est de facto le principal homme politique du pays, plus que le roi son père, même lui, qui était prêt à signer toute une série d'accords et à dire tant pis pour les Palestiniens. Mais, entre autres, ce qu'avait dit Netanyahou, c'est même pas 2% du monde arabe, la Palestine. Tout le monde s'en fiche, c'est fini. On n'en parle plus. Ça, c'est fini. Mais c'est pas. Ce discours-là, il est fini. Alors, il peut être pas fini dans la bouche de Netanyahou, mais à l'échelon mondial, c'est une victoire sidérante des Palestiniens. Sidérante. La modalité, je le répète, a sidéré tout le monde, et c'est une victoire sidérante. Après, vu la situation actuelle, je ne vais pas m'aventurer à dire voilà ce qui va se passer. D'abord parce que personne n'en sait rien, y compris les protagonistes. Si quelqu'un vous dit je sais ce qui va se passer, franchement, ne le croyez pas. D'abord. Parce que qui peut savoir ce qui va se passer? Qui peut savoir si les Américains vont continuer? Si Biden est absolument convaincu qu'en continuant, il perd l'élection, parce que la jeunesse démocrate s'enfuit en ce moment. Si ça continue, peut-être qu'il va changer. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Donc peut-être qu'il ne le fera pas. Comment voulez-vous que je sache s'il va le faire ou s'il ne va pas le faire? Or, sa décision va être essentielle dans ce qui va advenir. Par ailleurs, la situation est incroyablement difficile. Les Israéliens ont voulu faire une nouvelle Nakba. C'est une évidence. Instantanément, ils ont décidé que la population du Nord va aller vers le Sud, et une fois que tout le monde sera regroupé au Sud, on va virer tout le monde. Ça n'a pas marché. Ils ont eu au début le soutien des Américains. Mais très vite, les Américains ont dit non. Très rapidement, en 2-3 jours, ça a changé. C'est-à-dire que quand ils ont compris que le maréchal Sissi égyptien, qui est un grand dictateur, mais qui n'est pas non plus, qui ne peut pas courir à la mort rassurée, et qui n'est pas un homme qui prend des risques indus, il a répondu qu'il n'était pas question que l'Égypte accepte de voir arriver 2,5 millions de personnes sur son territoire, et surtout qu'à une personne. De ce point de vue-là, ça a échoué. Ça a échoué. Les Israéliens sont des gens. J'ai écrit j'ai fait une préface là, sur mon précédent livre, uniquement consacré à Gaza. Et ce que je dis à un moment dans cette préface, c'est que ce qui caractérise la pensée politique israélienne, c'est le rapport à la force. Il y a une phrase extrêmement célèbre d'un des plus grands théoriciens de la guerre qu'il y a eu, qui s'appelait Clausewitz. Et Clausewitz a eu cette phrase, a écrit cette phrase, c'est que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Eh bien, pour les Israéliens, c'est l'inverse qui est vrai. C'est la politique qui est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc d'abord, on fait la guerre. Et on voit où on en est. Eh bien, ils voient où ils en sont. C'est-à-dire qu'ils ont, ça fait maintenant 8 mois que ça dure,
ils ont tout rasé, ils ont mis 2 millions de personnes dans la rue, ils en ont tué plus de environ 40 000 jusqu'à présent, et pas loin de 100 000 blessés, désormais, en tout cas au moins 80 000. Et pour le moment, ils n'ont pas attrapé les dirigeants du Hamas, aucun d'entre eux. Ils ont eu des responsables mineurs, mais ils n'ont pas attrapé. Dès lors, ils avaient fait évacuer le nord. Ils ont été au sud. Dès qu'ils ont lâché le nord, eh ben, le Hamas est revenu dans le nord et a commencé à tirer avec des missiles et à faire des dégâts. C'est-à-dire que 8 mois sont passés et jusqu'à maintenant, où est la victoire? Même militaire, où est la victoire? Quand on va en Israël, moi j'étais en février, ça fait quand même il y a quelques mois, mais le sentiment que même militairement, on n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est vraiment dominant. Ça a des conséquences terribles, mais c'est vraiment dominant. Et donc, moi je ne vais pas répondre à votre question. Je peux répondre des généralités. Oui, les généralités, c'est le type de discours qui dit le jour où les deux populations auront des droits égaux et qu'il y aura une parité entre elles, alors oui, d'accord. Mais vous dire comment on sort de la situation actuelle, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui est prêt à s'en occuper. Ni parmi les pays arabes, ni l'Arabie Saoudite. Les Américains sont très inquiets aujourd'hui, extrêmement inquiets de ce qui peut advenir. Et les principaux bénéficiaires politiques, et les seuls presque, à ce jour, quels que soient les dégâts qu'a fait l'armée israélienne, qui sont épouvantables. Et sur le plan politique, le seul vainqueur, il s'appelle les Palestiniens. Il n'y en a pas d'autres. Ils sont écrasés, mais ils ont mis un point final à ce qui a duré, et s'est approfondi pendant 15 ans, qui était la question palestinienne n'existe plus. Et plus on avançait dans le temps, et plus on avait le sentiment que c'est une question, voilà, l'histoire est passée, on n'en parle plus. Ça, c'est fini. Voilà. Après, qu'est-ce qui va advenir? Comment ça va advenir? On va trouver quelqu'un d'autre, pas moi. Est-ce que vous croyez à une solution en 2 États? Pourquoi j'attends pour vous répondre? Parce que je change d'avis toutes les 8 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas me demander ce que je souhaiterais, par exemple. Je pense que la solution idéale serait un pays. Mais je ne vois pas comment, aujourd'hui, c'est une solution viable. Ce dont je suis moins convaincu, c'est que c'est ni vous, ni moi, ni les Israéliens qui vont décider. Il faut qu'il y ait une situation dans laquelle les Palestiniens peuvent, sans contrainte, décider pour eux-mêmes. Et ils décideront ce qu'ils veulent, eux. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors, je ne parle même pas des réfugiés qui sont dans les pays arabes, mais ne serait-ce que les Palestiniens qui vivent sur le territoire qu'on appelle Israël et Palestine. C'est-à-dire entre, comme dit la phrase célèbre, entre la mer et le Jourdain, entre le Jourdain et la mer. Sur ce territoire-là, il faut des conditions dans lesquelles, pas les deux populations, les Palestiniens expriment leur autodétermination et disent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai une conviction. Si on le demande demain matin, si vous allez voir aujourd'hui les Palestiniens, et que vous leur dites, les Palestiniens qui vivent sur ce territoire, et que vous leur dites, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un État où tout le monde est égal, avec les mêmes droits, ou vous préférez 2 États où chacun fait comme il veut chez lui? Ma conviction profonde,
c'est que la réponse « on veut être chez nous » ne sera pas majoritaire, elle sera ultra majoritaire. Alors si vous allez à New York, dans les cercles émigrés palestiniens, c'est pas ce qu'on va vous dire. Et dans les universités new-yorkaises, c'est pas ça qu'on va vous dire. Mais si vous dites à un Palestinien aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez un État avec les Juifs ou vous préférez un État à vous avec votre drapeau et votre compagnie aérienne? Eh bien, je pense qu'une très grande majorité d'entre eux dira on veut notre État et on ne veut plus les voir. Peut-être plus tard, un jour, on pourra peut-être faire un État fédéral, pas fédéral, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on veut. On voudrait avoir la paix. On ne voudrait plus les voir. On ne veut plus qu'un soldat israélien puisse nous demander nos papiers. C'est fini. On veut être chez nous. C'est ce que je crois. Est-ce que j'ai c'est une conviction. Il n'y a jamais eu de sondage là-dessus. Il n'y a jamais eu de... Et il n'y a pas de possibilité de poser la question. Pourquoi? Parce que les gens sont sous occupation. Donc ils ne vivent pas dans une situation normale. Ils vivent sous occupation. Donc on ne peut pas... Leur liberté, y compris la liberté de penser, c'est problématique quand on va voter avec le fusil du colon dans le dos. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est une conviction. Si vous me demandez qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde soit gentil, et que tout le monde s'aime, et que tout le monde est ensemble. Mais il faut un peu penser politiquement. Voilà. Donc, après, une fois qu'un processus s'enclenche, on peut imaginer des évolutions. Par exemple, il faudra que les Israéliens se confrontent avec la question du retour des réfugiés. Ça ne va pas être une question qu'on met de côté. Moi, j'ai suivi Camp David et les négociations qu'il y a eu en 2000. Il y a eu toute une discussion sur les réfugiés. Les Israéliens étaient prêts à en accueillir 30 000. 30 000 sur les millions de réfugiés palestiniens. 30 000. Mais, en même temps, moi j'ai fait des reportages en Jordanie, etc., j'allais dans les camps de réfugiés, je demandais aux gens, qu'est-ce que vous voulez? On veut rentrer dans notre village. D'accord, il n'existe plus votre village. Alors on va reconstruire. Ah non, mais non seulement il n'existe plus, mais il y a déjà des choses qui ont été reconstruites dessus. Ils ont tout rasé, les Israéliens. Donc vous ne retrouvez rien. Alors qu'est-ce que vous décidez? J'ai entendu toutes les réponses. Les plus radicales, ou plus déçues, etc., etc. Donc, il y a énormément de questions à régler, mais la question clé, c'est dans quelle configuration ça peut se régler. La seule configuration, c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, il faut enclencher quelque chose. Il faut enclencher un processus. Le processus, c'est pas ce que Biden propose de revenir aux 2 États, la négociation entre les partenaires. On a vu, ça ne marche pas. C'est pas possible une négociation entre quelqu'un qui a tous les pouvoirs et quelqu'un d'autre qui n'en a aucun. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Les Palestiniens n'ont rien à offrir en contrepartie aux Israéliens. Rien. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Et ça, c'est une décision israélienne. C'est-à-dire l'évacuation du territoire occupé. Ça, c'est possible. S'il y a une évacuation, et c'est moi, je suis de ceux qui pensent, contrairement à ce que j'entends souvent, c'est impossible. Parce qu'il y a déjà 700 000 colons qui habitent dans les territoires occupés. C'est vrai. C'est vrai, franchement, c'est vrai. C'est pas simple de les faire partir, les colons. Et je vais vous dire un truc. Si un Premier ministre israélien vient à la télévision et dit aux Juifs israéliens, voilà, nous avons un accord avec les Palestiniens. Dans 6 mois,
il y aura un État palestinien dans les territoires de 67. Vous ne serez pas obligé de partir, vous pouvez rester. Mais il ne restera pas un seul soldat israélien et pas un seul policier israélien. Ce sera des soldats et des policiers palestiniens. Eh bien, je peux vous assurer d'une chose. Il ne restera pas non plus un seul colon dans les territoires occupés. Le problème de faire partir les colons n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe en Israël après. C'est la guerre civile. C'est la guerre civile parce qu'on leur a donné une telle place. Ils sont tellement forts. Donc ça, c'est le vrai problème qui est là. Mais sinon, je ne crois pas dans la possibilité rapide d'instaurer un seul État entre les deux populations. Je ne le crois pas. D'abord, je vais finir là-dessus parce que je ne veux pas me prolonger, on peut en parler pendant 2 heures, mais il faut bien comprendre. Il faut comprendre où en est la situation de la population israélienne. La population israélienne est une population qui a 90... Il y a des gens formidables en Israël. Il y a des gens qui font vraiment les soldats qui témoignent, les B'Tselem, les militants du droit de l'homme qui vont défendre les Palestiniens partout. Il y a des gens formidables. Mais c'est une toute petite minorité. La population juive israélienne est engoncée dans pas seulement une mentalité, mais dans une pensée coloniale qui, à la limite, qui est une sorte de résidu qui n'existe presque nulle part ailleurs. Il faut entendre les gens parler dans des conversations, comment les gens s'expriment à la télévision. C'est sidérant, je vous l'assure, c'est sidérant. Certains d'entre eux ne savent, on le dit, vous leur dites que c'est raciste. Moi, raciste, pas du tout. Je peux vous raconter des dizaines d'anecdotes. Des dizaines d'anecdotes. Je vous en raconte une pour comprendre. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, une Israélienne, c'est quelqu'un de ma famille. Et donc, c'est la deuxième intifada, je vais pour le monde pour couvrir. Et elle habite Jérusalem, je vais la voir à Jérusalem. On se met à parler de Camp David, pourquoi la négociation a échoué. Et à un moment, elle me dit, bon, écoute, on va arrêter de discuter parce que moi, j'y arrive pas avec toi, tu connais trop de choses, etc. Moi, je suis pas très politique, bon, voilà. On va arrêter là. Je dis, mais elle me dit, je vais quand même te dire une chose. Moi, je suis d'accord à rendre la totalité des territoires. La totalité. C'est-à-dire, elle me dit, y compris Jérusalem, je m'en fous de la question territoriale. Je veux bien tout. J'ai dit, franchement, ça commence pas trop mal, quoi. Donc, alors elle me dit, mais j'ai une seule condition. Ah ouais, je dis, c'est quoi ta condition? Elle me dit, ils nous prennent tous nos Arabes. Dans cette phrase-là, ils nous prennent tous nos Arabes. L'État palestinien va nous prendre tous nos Arabes. On va se retrouver entre nous, entre Juifs. Il n'y aura plus un seul Arabe chez nous. Et eux, ils auront leur État, mais on vire tous les Arabes palestiniens qui habitent encore en Israël, on les vire. Honnêtement, je vous dis, c'est une femme qui, par ailleurs, donc si vous parlez avec elle de plein d'autres sujets, c'est une femme intéressante, et une femme qui... Mais quand elle en vient à parler du rapport palestinien, c'est une mentalité coloniale. Les Arabes, c'est des gens, on les prend, on les met là, et puis après on les met là, et puis on en fait ce qu'on veut, quoi. Elle est raciste aussi. Oui, mais bien sûr. Elle ne le... Si je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le racisme. Elle aurait dit, quoi, raciste? Enfin, tout d'un coup, quoi. Elle ne sait pas. Elle ne... Là, il faut comprendre ça. Alors, il y a des gens qui sont très profondément racistes, ancrés là-dedans, avec une mentalité coloniale. Je vous dis, à la télé, quand vous voyez ça, c'est une folie. Et donc, tout le monde n'est pas comme ça. Mais même ceux qui ne sont pas des colons avec la mentalité coloniale, même les autres, il faut bien comprendre un truc. Après, j'arrête. Mais
générations de jeunes, de gosses de 18 à 21 ans, c'est 3 ans l'armée en Israël, 2 ans pour les filles, qui ont passé l'essentiel de leur temps à faire des opérations de basse police dans lesquelles tu occupais. C'est pas apprendre à faire la guerre. C'est à se situer à des checkpoints pour rendre la vie des Palestiniens impossible. Et faire autre chose bien plus terrible que d'être à des checkpoints. Ça développe un regard qui est un regard dominant. Ça développe un suprémacisme. Comme on dit maintenant, il y a un mot qu'on a récupéré du jargon américain qui est suprémacisme. Mais ça développe ça. Ça développe petit à petit un regard légitime de domination sur les dominés, sur les colonisés. Il y a des gens qui ont écrit des livres magnifiques là-dessus. C'est ça qui est devenu Israël. C'est pas seulement les choses horribles, c'est les choses les plus simples. Netanyahou passe son temps à critiquer l'éducation qui est donnée dans les écoles arabes. Moi, je veux bien. Il y a des éducations, on pourrait me dire beaucoup, mais ce qui se passe dans les écoles juives, et en particulier dans les écoles religieuses, c'est absolument effroyable l'image qu'on donne. En Israël, un journal qui est le journal le plus vendu, non, c'était le Maariv, c'était un des 3 journaux les plus vendus dans le pays, a publié une interview avec un rabbin des colons, et le titre en énorme caractère sur la page de garde du, comment est-ce qu'on appelle ça, le magazine hebdomadaire qui paraît le samedi, ou le vendredi, donc en Israël, c'était « Les Arabes ont une âme animalière ». Les Arabes ont une âme animalière. Ce sont des animaux. Mais ça vient de très haut, en réalité. Parce que qu'est-ce qu'a dit le ministre de la Défense israélien le 2e jour de la guerre? Nous avons affaire à des animaux humains. Des animaux humains. Quand on partage ce sentiment, cette conviction qu'on n'a pas affaire à des hommes, je ne veux pas dire des mots définitifs, on a tous un peu dans la tête d'autres situations où d'autres gens ont été perçus comme des animaux. Mais c'est une pensée coloniale incroyablement ancrée dans la population, y compris chez ceux qui seraient offusqués qu'on les traite de colonialistes, parce qu'ils en sont inconscients. Il y avait quelqu'un derrière. Il y a une question devant et puis après madame. Il marche mieux. Là. Jean-Pierre. La question de Jean-Pierre. Merci. Bon, moi je ne vais pas désespérer, monsieur. Parce que ce que vous dites, c'est désespérant. Je me pose toujours la question de savoir, à l'intérieur d'Israël, qui a une tradition en matière de mouvement de paix. En matière de mouvement de paix, pour la paix, oui. Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui bouge pour que ça puisse changer, même si sur le long terme. L'essentiel, c'est que... Et le rapport qu'il y a entre ce qui se passe à l'intérieur d'Israël et ce qui se passe à l'extérieur, chez les Américains. En particulier, mais pas que. Il y a aussi en France, il y a aussi dans d'autres pays, etc. Et qu'est-ce que cela peut signifier comme des éléments porteurs d'une possible perspective? Certes, pour l'instant, elle est peut-être en pointillé, mais quand même, perspective pour que les choses se modifient dans ce qu'on peut appeler le bon sens, c'est-à-dire le bon sens que les Palestiniens puissent rétablir ou récupérer leurs droits nationaux tels qu'ils sont reconnus par la communauté internationale. Ça, je ne vais pas vous rassurer. Non mais je vais pas vous rassurer parce que la situation actuelle est quand même tragique. Il faut se rendre compte
de la dimension du crime qui est perpétré actuellement. Ça n'a rien à voir avec les guerres précédentes où il y a eu. Et pourtant, dans les guerres précédentes, il y en a eu une où il y a eu 4000 morts quand même. Il y en a eu une en 2006, une en 2008, une en 2014, en 2021. Bon. Celle de 2014 a été quand même assez tragique, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Il y avait déjà des destructions, etc. Là, il se passe quelque chose d'absolument terrible. Et la pression sur les Palestiniens de Cisjordanie augmente. Donc, vous me posez une question sur ce qui se passe dans la société juive, en réalité. Dans la société juive, dans 15 jours, j'y vais en Israël. Donc, j'aurais préféré répondre à mon tour, parce que je serais plus malin et j'aurais rencontré les gens. Bon. Mais n'empêche, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un sentiment d'échec qui traverse toute la société israélienne. C'est-à-dire qu'il y a cette guerre dont on ne sait pas où elle va, dont Netanyahou repousse l'échéance, l'objectif n'est pas énoncé. Et l'objectif reste l'éradication du Hamas. Mais on n'explique pas qu'est-ce que c'est l'éradication du Hamas. Ça me rappelle George Bush, vous savez, quand il a fait la guerre en Irak, il a dit on va éradiquer le Baas. Mais le Baas, c'était l'appareil d'État. Donc, c'est quoi? On va virer tous les pompiers, tous les militaires, tous les pompiers, tout l'appareil d'État, le ministère de l'Éducation, les enseignants. Qu'est-ce que ça veut dire en finir avec le Hamas? Or, il ne définit pas ce que c'est. Parce que c'est la force qui dicte. Donc, en fonction du résultat de la force, on verra quelles sont nos revendications. En vérité, il y a d'autres motifs pour ne pas définir. Il y a besoin que la guerre continue longtemps. Et ça, c'est un autre aspect des choses. Sur votre question, il y a en Israël une fraction de la population qui est très clairement et publiquement anticoloniale. Le plus grand journal israélien, qui s'appelle Haaretz, qui n'est pas le plus grand en diffusion, mais qui est le plus grand en notoriété, en qualité, le plus respecté. Quand vous êtes un homme d'affaires ou un diplomate, vous ne lisez que ce journal-là, parce qu'il n'y en a pas d'autres à lire, les autres sont des journaux populaires et populistes surtout. Le journal Haaretz, aujourd'hui, est la focale de toute la gauche non coloniale israélienne. Et ce sont des gens qui ont beaucoup de courage. Il y a un site internet qui est remarquable. Je ne sais pas si vous connaissez. Ceux d'entre vous qui savent l'anglais, allez voir plus 972 magazines. C'est remarquable. C'est remarquable. D'abord parce qu'ils sont parmi les rares qui ont des gens à Gaza. Ils ont des Palestiniens de Gaza qui travaillent avec eux. Et ils ont eu des morts, etc. Mais ils continuent. Et ce sont des gens remarquables. Le problème, c'est que, effectivement, ce camp-là est beaucoup plus important qu'il n'était il y a 10 ou il y a 15 ans, numériquement. Mais ils sont passés de 5 000 personnes à 20 000, par exemple. Et en face, c'est 1 million de personnes qui restent dans l'extrême droite. C'est-à-dire que le rapport est tel, aujourd'hui, dans les mentalités, le rapport est tel que on ne voit aucune option qui pourrait advenir par le biais d'une discussion ou d'une négociation entre Israéliens et Palestiniens. On ne voit que l'imposition de l'extérieur et l'imposition d'une solution qui vienne de l'extérieur. On n'est pas dans une situation internationale qui soit très favorable à une position unanime du Conseil de sécurité entre Américains, Chinois et Russes. Hein. Et la France et le Royaume-Uni ne comptent pas, parce qu'ils voteront avec les Américains. Et donc ça n'est pas on peut difficilement espérer
en une solution de ce type. Mais on peut encore moins espérer d'une négociation entre Israéliens et Palestiniens. Ça n'est pas imaginable. Tel quel, les Israéliens sont incapables, par eux-mêmes, d'accéder à la moindre des revendications légitimes palestiniennes, et ils ne le feront que sous la contrainte. Que sous la contrainte. Et la contrainte, elle ne viendra pas de l'intérieur. Ce n'est pas la population. Donc, cet aspect-là des choses est très désolant, quoi. Je rajoute à votre propre désolation, mais vous avez raison de pointer ce qui se passe dans la diaspora. Je pense qu'il se passe, on ne le voit pas en France, très peu. Il y a des petites manifestations en France de jeunes juifs qui s'organisent et qui se déclarent décoloniaux. Il y a un groupe qui s'appelle Tzedek, par exemple. Ce sont de tout petits groupes. Mais ça dit quelque chose pour une raison simple, c'est que ça n'existait pas il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Et donc, il y a quelque chose qui bouge. Mais c'est incomparable avec ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, et là je ne vais pas vous faire un cours sur le judaïsme américain parce que j'en ai pour 2 heures. En 2 mots, le judaïsme américain, il faut bien comprendre que c'est la seule communauté juive de ce qu'on appelle la diaspora qui vit indépendamment, qui ne lie pas son sort au sort d'Israël. C'est-à-dire qu'il imagine décider tout seul pour lui-même. Le CRIF aujourd'hui, c'est juste une appendice de l'ambassade d'Israël, c'est rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils se voient tous les jours et l'ambassadeur dit vous faites ceci, vous faites cela, et ils font ceci et ils font cela. Et donc, c'est juste un lobby. Alors que, aux États-Unis, vous avez quelque chose qui n'existe pas du tout en France. Vous avez 2 institutions. Vous avez une institution qui s'appelle AIPAC et qui est le lobby officiel, enregistré au Congrès. Et puis vous avez un organisme qui s'appelle la Conférence des présidents, qui sont les présidents des grandes associations juives, dans tous les domaines culturels, sportifs, économiques, politiques, tout ce que vous voulez. Ce qui fait que, bien sûr qu'il peut y avoir des passerelles entre les deux, mais fondamentalement, il y en a un qui s'occupe des intérêts d'Israël et l'autre qui s'occupe des intérêts des Juifs américains. C'est comme ça. La raison, c'est qu'il y a autant de Juifs américains aux États-Unis qu'il y a de Juifs israéliens en Israël. Et que c'est une communauté puissante. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est marquant. Mais il y a beaucoup plus de départements d'études juives dans les universités américaines qu'il y en a en Israël. Il y en a beaucoup plus parce que c'est un très grand pays et qu'à peu près dans chaque pays, vous avez au moins une université dans chacun des États américains où il y a des études juives. Ça en fait déjà 50. Il n'y a même pas 50 universités aux États-Unis. Et il y a plus de 50 universités américaines qui ont des départements d'études juives. Donc, c'est une communauté. Et le dernier élément qui me semble très important, c'est l'aspect religieux. C'est-à-dire que les Juifs américains ont fait une sorte de réforme du judaïsme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un judaïsme beaucoup plus ouvert que le judaïsme tel qu'il est pratiqué en Israël, beaucoup plus ouvert. Et donc, oui, je pense que là, on va... je pose la question dans le livre, est-ce qu'on va vers une scission? Je n'en sais rien. En revanche, il y a un fossé qui s'est créé. Et actuellement, le sentiment qu'on a, c'est que le fossé entre les Juifs américains, en particulier la jeunesse juive américaine, et les Juifs israéliens, il s'accroît de plus en plus. Un des éléments je termine là-dessus, un des éléments qui a été essentiel dans la crise entre ces deux pôles de judaïsme, ça a été Trump. Pour les Juifs américains, Trump, c'est l'incarnation de l'horreur, quoi. Et pour les Juifs israéliens, 70% des Juifs israéliens, s'ils avaient pu voter, ils auraient 75%, ils auraient voté Trump. Trump, c'est le... Tout
toute la mouvance coloniale israélienne est comme cochon, avec les évangélistes, avec les ultranationalistes américains, avec toute cette mouvance-là. Il y a un seul pays, quand Bush a fait la guerre en Irak, il y a un seul pays où les sondages montraient que le nombre de personnes favorables à la guerre en Irak est supérieur à celui qui existe aux États-Unis. C'était Israël. Parce que si on peut foutre sur la gueule des Arabes, on y va. Excusez-moi l'égalité de propos, mais c'est comme ça qu'on pense. Alors qu'il y avait quand même aux États-Unis beaucoup de gens qui disaient aller faire la guerre en Irak, c'est une belle connerie. Mais en Israël, ils étaient très nombreux, ceux qui pensaient comme ça. Donc, et parmi eux, il y a une tradition juive américaine qui est plutôt progressiste, historiquement, en particulier sur la question raciale, par exemple. Dans les années 30 aux années 60, dans la grande période de la lutte contre la ségrégation, il y avait ce qu'on appelait l'alliance juive noire et juive, qui a été très très importante. Je ne sais pas si vous avez vu Mississippi Burning, il y en a qui ont vu ce film. Ben, il y a les 3 blancs là, qui sont assassinés, c'est 2 ou 3, je ne sais plus. C'est 2 peut-être. Il y a 2 jeunes blancs qui sont des. Ben, en fait, les 2 jeunes, c'est une histoire réelle. Et les 2 jeunes blancs, c'est 2 jeunes juifs new-yorkais. Et le lien entre noirs et juifs à cette époque a été très important. Mais la guerre de 67 a beaucoup fait changer les choses. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Allez-y. Allez-y. Ah, pardon. Il y avait une question au fond avant. Ah, Jean-Pierre, pardon. Oui, il aide. D'accord. Allez. Par rapport à la solution dont vous parliez tout à l'heure, soit un État, soit 2 États, Oui. qu'est-ce qui ferait basculer plus vers un État ou 2 États? Est-ce que c'est uniquement la gestion de Jérusalem? Non, je crois pas. Non, je crois pas. C'est-à-dire. Parce qu'un État, ça veut dire une capitale commune. Mais même 2 États, enfin, il n'y a aucun problème à ce que chaque État ait. Il y en a un qui sera à l'ouest et l'autre qui sera à l'est, comme ça a été jusqu'en 67. Ça gênait personne et les 2 déclarent. Alors, à l'époque, Israël avait déclaré Jérusalem comme sa capitale, mais ça n'était pas reconnu. D'ailleurs, ça n'est toujours pas. À cause des décisions du partage en 1947. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, la communauté internationale ne reconnaît pas Jérusalem ni comme capitale d'Israël aujourd'hui, ni comme capitale d'Israël chez les Palestiniens, puisqu'ils n'ont pas d'État. Mais s'il y avait 2 États, à Camp David, la négociation qui portait sur Jérusalem ne portait pas du tout sur la capacité de mettre 2 capitales dans la même ville. C'était sur le partage de la ville. Et qu'est-ce que gardent les Israéliens et qu'est-ce que gardent les Palestiniens? Désolée pour celles et ceux que je n'ai pas vus, donc je vais refaire le tour de parole. Donc Jean-Pierre, tu as des questions. Après, le monsieur qui est assis sur le canapé, vous et je dois Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai 1 million de questions, mais je vais essayer d'en faire un peu moins. Première remarque que je me fais quand vous parliez tout à l'heure de la solution à 2 États, encore une fois, qui serait privilégiée par les Palestiniens. Non. Je m'interrogeais. En tout cas, que vous supposiez, si on leur demandait qu'ils voulaient être tranquilles. Moi, je me dis, même si on crée 2 États demain, vu l'absence le mépris total d'Israël pour le droit international, est-ce que ça apporterait la moindre sécurité aux Palestiniens? Ça, c'est la première question. Je crains que si il y a un Premier ministre israélien qui fait cette déclaration que vous évoquiez tout à l'heure et qui dit on va se retirer en force, et le lendemain il est assassiné comme Rabin. Et l'assassinat de Rabin, pour moi,
me semble avoir donné un signal terrible à tous les premiers ministres israéliens que le premier qui va dans une direction un tant soit peu équilibrée, il risque sa tête. Alors, juste pour arriver au cœur de ma question, il me semble, alors peut-être que vous pouvez confirmer ou pas, qu'il y a des documents de la CIA qui ont été déclassifiés et qui faisaient état du fait que Israël jouait un rôle stratégique primordial, de première importance pour les États-Unis, pour les intérêts des États-Unis. Et que, alors, est-ce que vous avez cette information-là ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre, et je voudrais savoir si vous aviez peut-être cette confirmation, et qui semblerait peut-être justifier tout ce que l'on observe, c'est-à-dire un soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Au passage, j'ai fait un petit calcul en allant sur un site qui s'appelle Track AIPAC, AIPAC étant le lobby israélien qui finance les campagnes électorales des candidats au Sénat et à la Chambre des représentants américains. Et 96% des sénateurs, 87% des représentants ont vu leur campagne électorale financée en partie par AIPAC ou des associations assimilées aux intérêts d'Israël. Donc il est évident qu'il y a quelque chose de très fort qui existe, un lien très fort qui existe entre qui va un petit peu dans les deux sens, qui me fait penser un petit peu à des rétrocommissions. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, de l'argent qui est transféré, qui est réinvesti pour garantir la pérennité de l'investissement. Il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qui est de l'ordre du rôle du complexe militaro-industriel américain, puisque l'aide à Israël, qui vient des États-Unis, c'est des armes. Ces armes, elles sont produites par des Américains, Payé par le contribuable américain, et elles vont enrichir les actionnaires de ce complexe militaro-industriel. Donc, toute aide à Israël est en fait un déplacement de l'argent public américain dans les poches des actionnaires des entreprises du complexe militaro-industriel. Donc, il y a une convergence d'intérêts. Voilà, et donc... Alors, je voudrais quand même... Quelle est votre question? Alors, c'est quoi la question, quand même? L'intrication des intérêts. La question, ça c'est quoi l'explication des intérêts entre Israël et... Est-ce que il y a une manière d'expliquer ce lien soutien inconditionnel des États-Unis pour Israël? Et ce que l'on observe aussi dans un certain nombre de médias, qui est expliqué par certains par la fonction de Saïdim, qui sont des agents... Alors, voilà. Bon, je vais essayer de répondre à peu près assez rapidement à la question que vous posez. En gros, la question, c'est est-ce qu'il y a un lien caché, masqué, en tout cas, il y a quelque chose de souterrain qui lie les deux pays et qui font que, voilà. Ben, la réponse est très difficile parce qu'on peut dire oui, on peut dire non. Vraiment. C'est-à-dire, on peut dire oui parce qu'il y a très clairement, depuis la guerre et le lendemain de la guerre de 67, il y a ce qui s'appelle la relation spéciale. Et la relation spéciale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La relation spéciale, ça veut dire qu'on a avec Israël un lien qu'on a avec personne d'autre. Pourquoi est-ce que l'Égypte reçoit 1 milliard et quelques de dollars tous les ans? C'est parce que c'est ce qui avait été offert au président Carter pour faire la paix avec l'Égypte en 1977, quand ils ont négocié à la Camp David aussi. Et Sadat, quand il a appris que les Israéliens allaient recevoir du fric, il a dit c'est condition, moi aussi. Et il a eu, à l'époque, c'était un peu plus du tiers de ce qu'avaient les Israéliens. Aujourd'hui, ça doit être un peu plus d'1 milliard, alors que les Israéliens en ont 4,2.
En vérité, ils en ont 3,2 parce qu'il y a 1 milliard de remises de dettes gracieuses. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça apparaît sous forme de prêt, mais le prêt n'est jamais remboursé. Mais ça n'a pas d'importance. Au total, ça ne va pas 4,2. Et donc, mais en même temps, il y a eu un espion israélien qui s'est fait gauler aux États-Unis, qui s'appelait Pollard. Bon, il avait 29 ans de tôle. Et les Israéliens ont essayé de faire pression, voilà. Et il n'a jamais été libéré jusqu'à la fin de sa peine. Jamais. Donc, il y a les deux. La puissance, c'est quand même les États-Unis, donc Israël ne peut pas tout faire. Mais on voit en ce moment, il y a quand même en ce moment quelque chose d'absolument sidérant. Publiquement, Biden dit il ne faut pas frapper Rafah. Et Netanyahou dit on va le faire et il le fait. Donc on est bien obligé de constater cette situation. Après, le complexe, sur le complexe militaro-industriel, c'est une évidence. Les principaux bénéficiaires sont les actionnaires des sociétés d'armement américaines. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est un cadeau qui est fait aux. C'est une attaque de drone. Le correspondant israélien. Est-ce qu'on les espionne? C'est pour ça de l'application. Complexe l'histoire industrielle. Moi, je connais 2-3 personnes. Quand j'étais en poste aux États-Unis, j'ai connu 2-3 personnes qui avaient eu une longue carrière à la CIA et qui avaient un discours souvent peu amène sur les méthodes des Israéliens. Mais ça, ils s'en foutent, les Israéliens, tant que ça marche. On pense, oui, on pense d'eux. Voilà, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire? En fait, je me souviens, parce que c'était sur la CIA. Enfin, si, sur la CIA. Oui, Israël. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par. Mais il est évident que sur le plan du renseignement, Israël joue un rôle absolument essentiel dans le fonctionnement des États-Unis dans la région. Mais Israël a quand même un appareil de renseignement indépendant. C'est pas une succursale de la CIA, hein, le Mossad. C'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que parfois les relations peuvent être très tendues entre les deux. Et donc, mais sur le fond, les relations entre les deux organismes sont extrêmement liées, quoi. Si je peux me permettre juste de préciser la question, c'était pas les liens. En fait, je suis désolée, j'ai envie de couper, mais si on peut avoir le temps d'entendre toutes les questions, je pense que c'est mieux si ça circule, parce qu'il y a encore 3 questions. Et voilà, sinon on n'aura pas le temps de les prendre. Je reviendrai. Peut-être que ça reviendra dans la conversation. Donc je vais vous demander de faire des questions plutôt courtes. Merci. Moi, sur la courte ma question, on ne peut pas écarter définitivement les possibilités que Donald Trump devienne président des États-Unis. Trump, oui. Et dès lors, si telle éventualité arrivait, quelle pourrait être l'attitude de ce groupe des États-Unis républicains, ultra-républicains? Question suivante. Parce que pour répondre à votre question, si quelqu'un peut prévoir ce que fera Trump, franchement, Trump, on ne peut se baser que sur ce qu'il a fait quand il a sous sa présidence à lui. Et on a vu ce qu'il a fait. Donc, voilà. Mais Trump est quelqu'un de totalement imprévisible, c'est quelqu'un qui n'agit même pas en fonction des intérêts. Il agit beaucoup en fonction des intérêts de ses mandants, de ceux qui lui assurent son élection, c'est-à-dire essentiellement les évangélistes et les nationalistes, une partie des nationalistes, parce que tous les nationalistes ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Et ce sont essentiellement les nationalistes protectionnistes qui sont derrière lui.
Mais prévoir qu'est-ce qu'il va faire, lui, il pense que le fric résout tout. Alors il va essayer de le faire, ça n'a pas du tout marché. Mais honnêtement, sa pensée s'arrête à l'argent. Hein. Trump, il pense que l'argent résout toute question. Et c'est son expérience d'homme d'affaires. Il n'y a rien qu'on ne puisse acheter. Voilà. Pardon. Oui, mais vous disiez tout à l'heure que, excusez-moi de vous interrompre, non, mais vous disiez que quand même Netanyahou n'attend qu'une chose, c'est l'élection de Trump. Oui, Netanyahou attend une chose parce qu'il peut, effectivement, parce que ce que dit Netanyahou, c'est que je suis le seul à être un interlocuteur de Trump. Voilà. Il n'y a personne d'autre que moi dans ce pays. Et donc voilà, il est convaincu que Trump ne mènera pas la politique qu'a menée Biden. Mais on dit que Trump et Netanyahou sont une phase de bisbille. Mais bon, honnêtement, comme je ne suis pas dans la cour et j'entends pas ce qui se dit, mais enfin, j'ai lu ça dans la presse américaine, il paraît qu'ils se sont engueulés récemment. Enfin, bon. Mais effectivement, Trump a eu des mots très durs à l'égard de Netanyahou, il y a à peu près un mois. Mais pour prévoir ce que sera, mais peu importe, même si on ne peut pas prévoir dans le détail de ce que ça va être, on a vu la reconnaissance, le soutien aux colonies. Ça c'est maintenu, ça sera répété. Ce sera peut-être répété de manière encore plus importante. Ça va être un accueil enthousiaste dans le camp colonial en Israël. Donc, mais on ne peut pas exclure autre chose parce que l'homme est imprévisible. Et voilà. J'avais une question. Pour vous, quels sont les enjeux de l'interview de Netanyahou hier soir sur LCI? Il est pestiféré, Netanyahou. Il est pestiféré, il faut quand même voir. Il est accusé de génocide par une institution, la plus haute institution. Il n'est pas encore condamné, mais il est accusé de génocide par la plus haute institution des Nations Unies. Alors il peut toujours dire c'est des antisémites, etc. C'est ça la position de Netanyahou aujourd'hui dans le monde. Et donc il a besoin d'engager je pense que c'est là. Et il le fait en le faisant en France, il le fait dans un pays où il pense que la question palestinienne porte. D'ailleurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Pas si on se borne à la seule question palestinienne. Mais si on rentre dans les questions migratoires, à ce moment-là, la question des Arabes en France, des musulmans en France, etc., c'est très important. Parce que lui, il entend Netanyahou, ses amis ne sont que les gens comme Orban, comme. Voilà, c'est ça les amis de politique de Netanyahou. Donc, je ne me suis pas plus penché, hein, j'ai juste lu ce qu'il a déclaré. Bon, effectivement, je pense que là où vous avez raison, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il ait fait l'entretien. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Parce que ce qu'il dit dans l'entretien n'est pas particulièrement intéressant, enfin, c'est pas, il n'y a pas de déclaration percutante, un truc inattendu, il n'y a rien, quoi. Rien qui ne soit pas attendu de quelqu'un qui sait qui est Netanyahou. Mais honnêtement, voilà, peut-être que je vous déçois, mais je n'ai pas d'explication particulière à pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il attendait. En général, dans ces cas-là, on sait 1 mois ou 6 mois plus tard. Souvent. Mon expérience, c'est ça, hein, de journaliste. Souvent, quand on se dit, mais pourquoi ils se sont rencontrés? Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Pourquoi il a été Jérusalem, Blinken? On ne sait pas, il n'y a rien qui sort. Et puis 6 mois après, on comprend. Mais bon, là, il faut attendre. Jean-Paul qui avait levé la main et puis prendra peut-être les 2 dernières questions, du coup. Désolé pour ceux qui sont. Ah oui, pardon. Bah, tant pis, on en parle. Allez, les 3 dernières, je fais une cour. On comprend bien que
la situation est très difficile pour les Palestiniens, même si oui. ils ont, aux yeux de l'opinion publique, ils ont marqué des points. En attendant, ils se font massacrer, et quand bien même ça s'arrêterait, on ne voit pas trop comment en sortir. Maintenant, ce qui a fait bouger les lignes, y compris par rapport à la Cour internationale de justice, c'est le fait qu'il y a une mobilisation dans tous les pays, à commencer par les États-Unis, mais dans tous les pays d'Europe aussi. Mobilisation qui est difficile parce qu'il y a une pression énorme de l'État. On a parlé il y a un instant de la prise de parole de Netanyahou. On lui a laissé une demi-heure pour essayer de convaincre les Français. Et ça, c'est une décision politique du gouvernement qui est d'aider Netanyahou. Bien sûr, ils auraient pu faire pression pour que ça n'arrive pas. Ils savent très bien faire pression pour d'autres interventions qui puissent avoir lieu. Donc, il y a ce soutien de beaucoup d'États européens, à commencer par l'Angleterre, la France, l'Allemagne, du gouvernement des États-Unis. Et on sait très bien que si demain, ils coupaient les financements... Quelle est la question, s'il te plaît? La question, justement, est-ce que vous ne pensez pas que la solution est là? C'est-à-dire d'obtenir que les États-Unis, les pays d'Europe, arrêtent de fournir l'armement qui permet de massacrer le peuple palestinien. Et est-ce que c'est pas ça la solution pour ouvrir une voie en Palestine? C'est sûr que si les Américains prenaient cette décision, ils l'ont fait, et c'était vraiment avec une décision, et c'était combien de 14 000 bombes, enfin, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, enfin, c'est un millième de ce qu'ils ont balancé, c'est rien du tout ce que la menace qu'a fait planer Biden, mais ce qui est très clair, c'est que depuis des mois et des mois, la seule réponse possible à ce qu'il advient, c'est si les Américains disent allez, on arrête le pont aérien. Si on arrête le pont aérien, c'est terminé. C'est terminé dans la seconde. C'est-à-dire c'est terminé en 3 ou 4 jours. Et je pense que c'est dans la seconde, parce que s'ils savent qu'ils ne sont plus alimentés, ils arrêteront tout de suite l'offensive. Donc, et à ce moment-là, les autres suivront. Tout le monde suivra les États-Unis. C'est une évidence. Personne n'ira remplacer les États-Unis comme fournisseurs de l'armement. Ils doivent fournir 90% de ce que les Israéliens reçoivent. 80% que les Allemands en donnent, les Français en donnent, mais c'est essentiellement de l'armement américain. Donc c'est clair que si on cherche un mot d'ordre, c'est celui-là. Si on veut que les choses bougent, ou du moins s'arrêtent, telles qu'elles sont aujourd'hui. Le problème, c'est que ce qui est quand même absolument stupéfiant, c'est que dans la relation entre Biden et Netanyahou, c'est Netanyahou qui a la main. Parce que c'est quand même répétitif, ça fait 3-4 fois que Netanyahou dit ça, non. Alors il y a une seule chose qui a marché, c'est au début, quand les Américains ont dit non, pas d'expulsion. Mais depuis, à chaque fois que les Américains font passer le message qu'il ne faut pas faire ça, Netanyahou leur fait la nique et fait ce qu'il veut. Et ça, c'est un constat. Non, mais ça rejoint ce que disait Jean-Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'ils ont des intérêts aussi. Et pour eux, c'est essentiel, c'est oui, de voir. Mais je pense que dans cette situation, alors là où je suis en désaccord, il y a des intérêts économiques, c'est une évidence. Mais je pense que dans ce genre de situation, l'intérêt politique prédomine sur l'intérêt économique. Qu'il y ait des pressions des fabricants d'armes pour dire il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, parce qu'eux sont intéressés à faire plaisir à leurs détenteurs d'actions, ça c'est une chose. Mais ce qui domine la décision de la Maison-Blanche, ça n'est pas la question économique, c'est la question politique, ça c'est certain, dans ce genre de situation. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors je rebondis, c'est une question qui est parlante. Sur la controverse qui existe en France et peut-être ailleurs, je ne sais pas, sur le terme de génocide, oui. On voit que ça cristallise quand même des passions en France, et oui. notamment, moi je suis étudiante en anthropologie, en sciences politiques, et même au sein de l'école, je vois des professeurs dont j'aurais jamais attendu en fait une crispation sur ce point-là, qui refusent d'employer le mot, et pour moi ça relève d'une incompréhension, et donc j'imagine que j'ai pas toutes les clés de compréhension, et
je voulais savoir si vous pouviez, de par votre parcours et votre situation, il me semble que vous j'ai une opinion sur la question, oui. Oui, voilà, mais déjà, je suis intéressée par avoir votre opinion, mais aussi, est-ce que vous auriez des éléments d'explication sur ce blocage, notamment du point de vue d'une part des juifs, oui. Français pour ce que je vois, mais... Ma réponse est oui. C'est très difficile. Alors là, franchement, je vais essayer en 3 minutes, mais c'est vraiment difficile. Je vais vous dire. Personnellement, je pense que probablement, il y a beaucoup de juristes internationaux qui considèrent que ce qui advient actuellement à Gaza correspond à la définition adoptée aussi bien par la Cour de justice que par l'Assemblée générale des Nations Unies sur le génocide. Voilà. Donc, il y a un débat entre juristes, mais il y a de nombreux juristes. Il y a eu un papier que je viens de lire. Par exemple, il a été écrit par le fondateur de Human Rights Watch. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'organisme, c'est l'équivalent d'Amnesty International aux États-Unis. Il a dirigé, c'est un juif américain. Il vient d'écrire un papier publié aux États-Unis qui dit, pendant des décennies, j'ai refusé, dans tous les conflits précédents, j'ai refusé l'utilisation du terme génocide. Alors, parce qu'il était déjà en débat. Eh bien, aujourd'hui, je suis obligé de regarder en juriste, c'est son métier, et je dis qu'on ne peut pas récuser ce terme. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, personnellement, je ne récuse pas le terme. Je pense que c'est une erreur politique de l'utiliser, c'est différent. Ça ne me gêne pas que les gens l'utilisent. Parce qu'il est fondé, et son utilisation est fondée. Mais, je pense que si on disait crime contre l'humanité, il y a des gens qui considèrent que le crime contre l'humanité est au-dessus du génocide. Parce que le crime contre l'humanité intègre le génocide et aussi d'autres choses. Mais que le génocide n'est que... Il y a des débats juridiques sans fin là-dessus. Mais, en tout cas, la question... Moi, je pense que si on disait crime contre l'humanité, eh bien, tous les problèmes que posent vos professeurs disparaîtraient. Pourquoi? Parce que, tel que c'est écrit, le texte de la définition du génocide de l'ONU ne parle pas spécifiquement de Shoah. Il parle d'une situation. Il parle dans quelle situation peut-on dire qu'il y a génocide? Ça n'est pas spécifiquement la Shoah. Et d'ailleurs, on considère, par exemple, moi je pense que le Rwanda c'est un génocide. Il y a des gens qui pensent que Srebrenica a été, je pense, voté comme étant un génocide. Je pense que c'est une erreur, moi personnellement. Mais peu importe. D'une certaine manière, pourquoi est-ce que ça a été? Parce qu'à Srebrenica, les Serbes ont pris des hommes, que des hommes, pas de femmes, entre 15 et 45 ans, c'est-à-dire en état de combattre. Et ils ont tué 8000 d'entre eux. Donc c'est une catégorie spécifique de personnes qui a été exterminée pour ce qu'ils étaient. Ils étaient bosniaques, ils avaient entre 15 et 45 ans, et ils étaient mâles. Donc ils pouvaient faire la guerre. Mais je considère que c'est insuffisant, mais peu importe, peu importe. Ce que je pense, c'est que là, il y a un problème qui est tout simple. C'est qu'à ce jeu-là, si la question est celle du génocide, alors, vous savez ce que dit Netanyahou? Netanyahou dit, ce n'est pas un génocide, c'est un scandale qu'on nous accuse de génocide, et notre armée est l'armée la plus morale au monde. Eh bien, si on dit que si on se positionne sur la question des génocides, la question qui monte instantanément, c'est la comparaison avec la Shoah. Et si Netanyahou parvient à imposer cette idée qu'on compare la Shoah et ce qui se passe à Gaza, c'est terminé. Il a gagné. Il a gagné. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'hostilité à l'utilisation du terme.
Mais je pense que c'est une erreur politique. C'est une erreur politique. Et je pense que ce serait beaucoup plus fort. Moi, je connais beaucoup de Palestiniens qui parlaient déjà de génocide longtemps avant Gaza. Parce que cette question-là, ce qui nous est fait est équivalent à ce qui a été fait aux Juifs. C'est une question qui revient de manière récurrente. Or, dans les faits, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas équivalent. Mais si on pose la question comme ça, alors Netanyahou, il se roule la moustache. J'avais l'impression que ça enfin, c'est vraiment une intuition, j'ai aucune information, c'est pour ça que je pose la question. J'avais l'impression que ça pouvait aussi venir d'une espèce de refus de galvaudisation du terme, notamment par des décennies d'attaques de l'extrême droite qui vident le terme, qui vident la mémoire de la Shoah de son sens et de son existence. Et est-ce que ça s'explique notamment par ça, ou est-ce que je me fais des idées? Je me suis avoir compris votre question. J'avais l'impression que, en fait, ces attaques provenant en France de l'extrême droite contre la mémoire de la Shoah... Ah oui, pour eux, ils se dédouanent. C'est ça que vous voulez dire? Non, j'avais l'impression que les gens que je peux côtoyer et qui refusent d'utiliser le terme génocide étaient aussi dans une espèce de tradition de négationnisme, oui, voilà, en fait. de déni de la Shoah elle-même. Oui, voilà. Non, je ne crois pas que ce soit ça, personnellement. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais bon, j'y ai pas pensé. Mais pour vous dire, je peux bien réfléchir, mais ça ne me paraît pas... Allez, une dernière. C'est possible? Oui, bien sûr. C'est pas moi qui décide, c'est eux. Allez-y. Je vais être direct. Vous, en tant que journaliste, ou en tant que carrière, étiez-vous libre? Est-ce que j'étais libre? Oui. Globalement, j'étais libre. Mais je peux pas dire. Il y a eu des moments où, par exemple, je pense à un truc au Monde. J'avais écrit un truc où, à l'époque, j'étais pas rédacteur en chef ni rien, et le responsable du service est venu me voir en disant tu ne veux pas écrire ça. Je peux vous raconter l'anecdote, parce que l'anecdote, c'est que dans un journal israélien, moi je lis l'hébreu, bon, etc. Et alors, dans un journal israélien, à Haaretz, j'en ai parlé, il racontait que des généraux s'étaient réunis avec leurs adjoints, etc. Et ils avaient eu un séminaire sur comment combattre contre une guérilla urbaine. Donc ils préparaient en fait ce qui allait se passer plus tard à Jenin et ailleurs. Et donc c'était les généraux qui réfléchissaient, etc. Et alors ils avaient montré 3 films un, c'était la bataille d'Alger, un autre porté sur le ghetto de Varsovie, et le troisième, je ne m'en souviens pas, il y avait un troisième film. Et donc, à un moment, le journaliste israélien pose la question au général en disant « Mais alors, si vous étudiez le comportement de la Wehrmacht contre le ghetto de Varsovie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, on rentre dans Jenin, nous, on est la Wehrmacht et Jenin, c'est les Juifs. » Alors le type dit « Mais non, mais pas du tout, c'est absolument pas ce qu'on veut dire. » Alors il dit « Mais pourquoi vous étudiez? C'est quoi l'intérêt ?» Ben, il dit « Le seul intérêt qu'on avait, c'était un intérêt militaire, logistique. Comment la Wehrmacht s'y est pris pour écraser la révolte du ghetto de Varsovie? » Et donc, le journaliste, ça lui suffisait, si vous voulez. Et donc, j'ai raconté l'anecdote dans Le Monde. Je l'ai écrit. Le mec qui l'a lu est venu me voir. Il m'a dit, tu ne peux pas écrire ça. J'ai dit, ah bon, pourquoi les Israéliens l'écrivent dans leur propre presse? Pourquoi je ne pourrais pas citer la presse israélienne? Il m'a dit, il y a des choses qu'on peut dire en Israël qu'on ne peut pas dire en France. J'ai dit, écoute, ça, moi, peut-être au Parti communiste, c'était comme ça, mais pas moi. Donc, moi, on ne me dicte pas ce que j'écris. Si je ne peux pas écrire, j'arrête tout.
Donc il m'a dit arrête, etc. Mais tu ne comprends pas? Je dis non, je ne comprends pas. Il a changé, pour ne pas perdre la face, 2 mots. Je me souviens plus, mais le fond restait. Et donc c'est paru. Sinon, mais je pense que c'est pas ça qui. La question est un peu biaisée. Est-ce que j'étais libre? Je vais vous donner juste un exemple. J'ai été le premier. J'ai rarement été le premier, mais cette fois-là, à faire. J'ai sorti la première enquête sur qu'est-ce qui s'est passé à Camp David. La négociation israélo-palestinienne. Et je l'ai publiée dans le Monde. Sur 3 jours. Ça faisait 6 pages du Monde. Et donc, j'ai très clairement mis au jour ce que je considérais être la responsabilité israélienne primordiale dans l'échec de la négociation. Alors que les Israéliens, les Américains disaient c'est Arafat qui a tout saboté, etc. Donc on ne m'a pas enlevé une virgule. 0. Et donc toute mon enquête a été publiée. Et les éditoriaux ont continué à répéter l'un après l'autre Israël a été généreux et les Palestiniens ont refusé une offre généreuse. C'est ça la réalité de la presse. Moi je ne suis pas éditorialiste. Moi, je fais des enquêtes, je fais ça. On ne m'a pas touché à l'enquête. Et dans le papier d'opinion, il y avait marqué l'inverse de ce que moi j'avais montré dans une enquête. Voilà. Je salue votre intégrité. Comment? J'admire votre intégrité, mais je suis antisémite en peu que vous, mais ce n'est pas le fait que vous soyez juif qui peut faciliter, parce que j'ai l'impression depuis peu en France que la presse, elle est. Non, je vous dis. À part le monde diplomatique et un petit peu le monde, j'ai l'impression qu'il y a une certaine pression. Vous parlez de maintenant? En France. Ah non, mais moi je pense que maintenant c'est lié à la montée de l'extrême droite, c'est lié à la montée de. Il y a une sorte de post-colonialisme qui s'installe en France, qui est évident. Je ne suis pas sûr que ce soit pas. Ça se répercute sur le conflit israélo-palestinien. Mais c'est beaucoup plus important sur le Maghreb et sur les pays du Maghreb et tout ça. Enfin, ça me semble, et la question migratoire en France a un impact beaucoup plus important que le conflit israélo-palestinien sur ce qui se passe en France. Et là-dessus, effectivement, je pense que il y a une dérive droitière en France. Il y a des choses qu'on entend à la. Le simple fait que quelqu'un brandisse un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale et qu'il soit exclu. Vous croyez que s'il avait brandi un drapeau israélien, il aurait été exclu? Non. Et Israël, ils ont un type qui passe son temps à défendre Israël. Il fait ça du matin au soir, il ne fait d'ailleurs que ça. Il y avait un badge avec le drapeau d'Israël. Oui. L'Assemblée nationale le 9. Donc, non, mais là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est pas le. Alors, quand vous dites le fait que je sois juif, il faut être honnête. Oui, je sais, il y a des situations dans lesquelles, précisément parce que je suis juif et antisioniste, j'ai une légitimité, pas une légitimité, mais on me laisse écrire ou dire des choses qu'on n'autoriserait pas à d'autres. Mais franchement, moi je suis membre aujourd'hui du conseil de rédaction de Orient 21, c'est un site internet, bon, et je suis un rédacteur, il y en a plein d'autres, et ils écrivent ce qu'ils veulent, et ils n'ont pas besoin de moi pour écrire leurs articles. Et c'est difficile, et aujourd'hui, vraiment, les pressions qui s'exercent, mais je ne pense pas que ce soit des pressions, comment dire, c'est pas un complot, c'est la conséquence d'une évolution politique. Bardella, il est à 30%. Si on ajoute l'autre Le Pen, Marie-Christine, je sais pas comment, et si vous ajoutez Zemmour, ça fait combien? Ça fait 45. Non, pas 45, ça fait 40. Et la moitié des Républicains, parce que franchement, c'est dans les 2 tiers. C'est dans les 2 tiers, mais c'est ça l'attente d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas besoin de complot. Il n'y a pas besoin. Et c'est vrai qu'Israël représente l'homme blanc chez les basanés.
Moi, je pensais, parce que je vous ai pris au discours en route un petit peu, vous avez évoqué l'EPAC, forcément. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau EPAC en France qui s'appelle le CRIF. Non, mais ça fait longtemps maintenant. Non, mais maintenant, ça devient flagrant et non, mais ça vous plaît pas. Ce qui est flagrant, c'est que le CRIF, c'est le conseil. Le R, c'est représentatif institution. Le conseil représentatif. Il ne l'est pas. Il y a d'autres organismes qui le sont. Mais pas le CRIF. Dans la réalité, le CRIF s'occupe à 1% de son temps des dépenses et à 99% d'être un relais. Ça rappelle le Comintern, si vous voulez, le Parti communiste. À l'époque, tous les jours, on allait à l'ambassade soviétique et on recevait une directive. Bon, ben, c'est pareil. Oui, mais c'est le CRIF qui est entendu par le gouvernement français. Mais comme à une époque, on entendait le PC quand il fallait l'entendre. Oui, ben oui. Donc, quand il gouvernait, voilà. Donc c'est le CRIF, ça n'est que un lobby. D'ailleurs, il y a un truc absolument extraordinaire. Quand il se passe des choses en Israël, si vous lisez la presse américaine, la presse juive américaine, ils racontent tout ce qui se passe en Israël. En France, ils ne racontent rien. Si vous voulez vous informer sur Gaza, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot dans la presse du CRIF. Mais ce n'est pas seulement ça. Sur les affaires de Netanyahou, il n'y a pas un mot. Pas un mot. Les affaires qui le menacent de l'envoyer en tôle, il n'y a pas un mot. Etc. etc. Il n'y a rien sur la vie israélienne, sur la réalité israélienne. Il y a les ordonnances de l'ambassade qui sont, vous dites le mot antisémite 4 fois par jour, et bon, voilà, il faut, voilà. Ça c'est l'ordre du jour. Bon. Ils ne sont pas dans une très bonne position. Hein. Il n'y a jamais eu autant de jeunes juifs qui sont en train de s'éloigner de tout ça. Et je pense que, je ne suis pas sûr que le phénomène américain va impacter très fortement la France. Mais on voit quand même des choses en France qu'on ne voyait pas il y a encore 2 ans. Donc, bon. On va venir sur un autre espoir alors. Alors, malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez acquérir les livres de Sylvain Sipel que Clara a eu la gentillesse de ramener, et même les faire dédicacer. Vous pouvez aussi consulter le site Orient 21, qui est très riche et qui a le mérite, en plus de publier en plusieurs langues, il faut le souligner. On vous remercie aussi, vous, pour vos questions toutes pertinentes, et on remercie encore chaleureusement Sylvain Sipel d'être venu y répondre.